Il y a 1000 ans, cette côte abritait l'un des ports les plus influents d'Europe, Amalfi, l'une des plus grandes puissances maritimes en Méditerranée. Il y transitait des céréales, du bois, des soieries, des esclaves. Aujourd'hui, c'est à sa beauté naturelle que la côte amalfitaine doit tout son rayonnement. L'UNESCO l'a classée au patrimoine mondial de l'humanité. En la survolant, on se demande ce qui fait au fond son charme. Est-ce une simple affaire de géographie, de rochers, de criques encaissés? Une de ces histoires d'amour tourmentées entre la terre et l'eau. Un je t'aime moi non plus géologique. Ou la beauté vient-elle plutôt de ce que les hommes ont fait de cette côte? Une guirlande de villages reliés à la mer par des sentiers verticaux. Une histoire de sueur, d'obstination et d'ingéniosité pour vivre accroché à la pente souveraine. Plus à l'ouest, nous gagnons la péninsule de Sorrente. Une langue montagneuse qui s'aventure en mer, plonge sous la surface et en ressort au large pour former l'île de Capri. Une saillie coincée entre le golfe de Naples et celui de Salerne, et à laquelle, durant des siècles, seuls des chemins escarpés donnaient accès. Pour vous tous réunis ici, un petit moment d'attention. Alors le tracé de la première partie a un peu changé. On va s'épargner 100 mètres de distance et 100 mètres de dénivelé. Nul ne connaît mieux ces chemins que le guide Giovanni Visetti. Il les sillonne et les cartographie depuis plus de 20 ans. Giovanni organise de temps en temps un circuit avec son association, les Libres Randonneurs Épicuriens. Au programme du jour, une boucle de 28 km dans la péninsule, hors des itinéraires les plus touristiques. Entre les villages de la côte et ceux de l'intérieur, on emprunte les chemins d'un antique commerce vertical. Toute la montagne était cultivée en terrasses. Les sentiers verticaux ou pentus permettaient de porter le poisson depuis la mer vers les parties hautes et d'apporter vers le bas les cultures qui venaient d'en haut. Ainsi, au pied des montagnes, le grain, les fèves, l'huile, le vin et la charcuterie étaient embarqués vers le grand marché de Naples. Tandis que, cabotant le long des criques, de petits pêcheurs visaient la clientèle des hauteurs. La première partie de la randonnée mène les marcheurs jusqu'au village de Torca, à plusieurs centaines de mètres au-dessus de l'eau. Ici, pas de quai, pas de port, pas de plage, mais des pêcheurs. Des pêcheurs de montagne en quelque sorte, des pêcheurs d'altitude. Autrefois, Giuseppe Gargiulo descendait à pied jusqu'à la mer et remontait jusqu'à 80 kg de céréales. Aujourd'hui, son fils Donato rejoint son bateau avec un triporteur à moteur. Il est l'un des derniers pêcheurs de Torca, les survivants d'une époque. Vous savez combien de pêcheurs il y avait à Torca? Il y avait une centaine de gars qui montaient et qui descendaient pour pêcher. Il y en a même en montant jusqu'ici, ils sont morts d'un infarctus. Il y en a 3 ou 4 qui y sont passés. Il faisait très chaud, 30 ou 40 degrés. Ils tombaient d'un coup et après, il fallait qu'on les remonte sur nos épaules. Je m'en souviens de 3. Il faut dire que le village surplombe son port d'une hauteur à tuer un marathonien. L'Anse n'est accessible que par un interminable escalier. Et quand on ne rapportait pas du poisson, on ramenait un pêcheur. C'est la terre des obstinés. Ostinato, le pêcheur d'altitude. Ostinato, le marcheur qui s'essouffle sur le chemin. Ostinato, le mulet qui descend à flanc de montagne les troncs de châtaigniers dont on fera des treilles. Obstinément,
la péninsule reste attachée à ses modes de vie ancestraux. Rien de folklorique, rien de passéiste. C'est juste comme ça. Chez elles, Anna, Lucia et Rosa ont chacune une machine à laver. Mais elles viennent au lavoir. Bien sûr, ça prend du temps, mais du temps on en a. Et puis le linge, paraît-il, est plus doux comme ça. Moi, c'est depuis que je suis mariée que je viens ici au lavoir. Les temps ont changé et beaucoup de gens nous croient folles de venir ici. Et moi j'aime bien, j'aime vraiment ça, je ne changerai jamais ça. Beaucoup de gens viennent ici pour la compagnie. On parle de tout ce qui se passe, des choses privées. On blague, on parle de tout ici. Et par les temps qui courent, avec la crise, beaucoup de gens sont revenus pour laver le linge à la main. Comme le linge, la crise est plus douce quand on l'affronte moins seul. Les temps sont difficiles, c'est sûr, mais ici, il est dans la nature des choses de s'accrocher. On s'accroche depuis toujours, aidé par une foi omniprésente. On rabote la montagne pour y trouver sa subsistance. On s'agrippe à la pente pour y installer sa vie. Et ainsi perché, d'ailleurs, on peut voir la crise de loin, de très loin. Le plat, on ne le trouve qu'à l'ombre des arbres que l'on fait pousser en terrasse. Des oliviers et des citronniers pour la plupart. Le citron, c'est la star de l'agriculture locale. Il a fait vivre des générations de Gargiulo. Un jour, Eugenio héritera de la ferme de son père, Ferdinando, qu'il a reçu du sien. Ni le père ni le fils ne s'inquiètent pour l'avenir. Le soleil brille, l'irrigation est facilitée par la roche volcanique qui tapisse le sol, et les débouchés sont garantis par le limoncello qu'on boit en digestif partout dans le monde. Bref, pour Ferdinando, la vie est en pente douce, d'autant que le citron s'utilise pour tout. Pour la pâtisserie, la cuisine, la cosmétique. Et nous, on l'utilise... tenez, je vais vous montrer. Alors, première chose, si en travaillant on s'égratigne, c'est un désinfectant. Et puis on peut se laver les mains comme ça avant d'aller manger. C'est une des habitudes qu'on a ici dans la péninsule. Malgré l'âpreté de la pente, la région semble bénie des dieux. Des dieux grecs sûrement, puisque ce sont eux qui ont poussé Ulysse sur ses côtes. Selon Homère, son Odyssée l'aurait mené jusqu'à ces 3 îlets où vivaient les sirènes. Non pas des femmes poissons, mais selon la légende, des femmes oiseaux, des Galli, d'où le nom de ces îles, Ligali. Les dieux aussi voulaient écouter le chant des sirènes, mais eux restaient au balcon. On dit qu'ils empruntaient ce sentier. À plus de 500 mètres au-dessus de l'eau, le sentier des dieux offre aujourd'hui ses vertiges aux visiteurs. Les touristes ont remplacé les dieux. Désormais, ils affluent sur les routes de la péninsule. Des routes impossibles, à la verticale de l'eau, comme extorquées à la falaise. Des routes qui relient les villages longtemps isolés. Autrefois, on arrivait dans ces villages à pied, par un col, on y entrait par le haut. Désormais, l'accès est horizontal et parfois encombré. Le dernier village à être ainsi relié par la route s'appelle Nocelle. C'était il y a 10 ans à peine,
Jusque-là, le prix à payer pour y accéder était de 1800 marches, une fois et demie la hauteur de la tour Eiffel. Pour l'écolier, chaque jour, 1800 marches. Pour le médecin ou la sage-femme, 1800 marches. Pour le visiteur, le parent, l'ami, 1800 marches. Et pour Alessandra Di Castri, une comédienne qui longtemps travailla avec les habitants de Nocelle, le tarif était le même. Alessandra a aidé les habitants à jouer leur propre rôle dans une pièce intitulée « Il était une fois sur la montagne ». Et quand elle revient ici, elle est accueillie en enfant du pays. Dans la pièce, le vieil Agnello racontait l'histoire d'un charbonnier, l'histoire d'une bête de somme, sa propre histoire. Comment on vivait ici, isolé de tout le reste, sans la route? On mettait tout sur le dos. C'était une vie difficile, comme un animal. Quand j'avais 18 ans, je montais 100 kilos par l'escalier. Les 1800 marches. Pendant combien de temps t'as fait ça? Pendant 50 ans. Pourquoi t'as jamais maudit les escaliers? Mais parce que j'y suis né. Je suis né comme ça. Mais ça veut dire quoi? Tu étais né là et tu as accepté ton destin, ou tu veux dire que tu les aimais, ces escaliers? Non, je les aimais. J'ai toujours pris les escaliers avec amour. J'ai travaillé avec amour. Les escaliers, tu les prenais avec amour. Toujours, une passion. Quand les forçats de la pente descendaient l'escalier, c'était pour se rendre au village de Positano. Une dentelle de ruelles enchevêtrées et de maisons suspendues. Ce que ne savent pas les visiteurs qui se pressent ici, c'est que Positano doit sa beauté à la dynamite. Zorro est l'un des maçons les plus respectés du village. Nul ne sait combien de maisons il a bâties ici. Et avant chaque construction, il fallait entamer la montagne. Tu vois les rochers qui descendent jusqu'à la mer? Ça, c'est la structure de base. Tout le reste, c'est nous qui l'avons façonné. Donc, toutes les maisons qui sont là, à la base, il y a toujours une explosion? Oui, imagine un peu, j'ai fait sauter des centaines et des centaines de mètres cubes de roches pour faire le vide. Parce que Positano est tout en rocher. De la poudre pour faire le vide et pour bâtir des murs. Pas un véhicule à moteur ne passe ici, alors pour les matériaux de construction ou les gravats, c'est ça ou à dos d'homme. Du coup, sur les pentes de Positano, Antonio Casola est un muletier heureux. La pente, ça nous donne du travail, parce que l'homme n'arrive plus à transporter tous ces matériaux avec tout ce poids et toutes ces difficultés. Je pense que les gens de Positano sont des gens plutôt de montagne, même s'ils vivent près de la mer. C'est parce que la côte où l'on construit leur village est très pointue. Et ça lui a donné un caractère, je crois, très fort, plein d'orgueil. Ils sont un peu durs, comme la pierre qu'ils ont cassée pour construire les maisons. Je suis vraiment convaincue de ça. Bâtisseurs acharnés, agrippés au vide coûte que coûte, rétifs au plan des ingénieurs et architectes de Naples, têtus comme des mules. Au matin, c'est une danse de petits ferries et d'hydroglisseurs. On les prend comme on saute dans l'autobus, direction Amalfi, direction Naples, ou direction les îles. Nous partons pour celle de Procida, de l'autre côté de la baie de Naples. Et notre plan de vol passe par Capri, la célébrissime.
Autrefois paradis privé de 2 empereurs romains, Capri est aujourd'hui encore un refuge de luxe. L'île s'affiche volontiers comme le lieu de villégiature des stars du showbiz, du cinéma ou de l'industrie. Terre d'élection de nombreux artistes et intellectuels, elle a vu apparaître d'invraisemblables villas comme celle-ci, née d'une ancienne forteresse. Capri, c'est l'île qui s'est brillamment reconvertie pour profiter du filon touristique. À l'ombre de sa flamboyante voisine, Procida est une île de marins. Elle a toujours envoyé ses fils en mer, des capitaines reconnus comme les meilleurs d'Italie qui portaient la réputation de l'île au bout du monde. Aujourd'hui, Procida aimerait elle aussi s'enrichir grâce au tourisme. Mais les touristes passent au large, la plupart filent vers les îles voisines. Alors l'île s'accroche à ses racines, un peu comme la famille Di Candia qui s'entête à aimer le bois quand l'époque est au bateau en plastique. Avec son père, Rosario en a retapé beaucoup. Et surtout celui-ci, un dinghy moribond, devenu leur chef-d'œuvre. Faire renaître un bateau qui était en fin de vie, c'est un peu comme guérir un malade et le revoir marcher. C'est une émotion unique. La mer n'offre plus autant de travail qu'avant. Alors la plupart des jeunes cherchent leur voie. Par rapport à tous mes copains, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai pas eu besoin de partir d'ici parce que ça, c'est un métier où tu peux survivre même avec peu. Si tu fais ce métier avec professionnalisme, tu t'en sors. Antonio Scotto fait lui aussi partie de ces obstinés qui se cramponnent à l'héritage maritime de Procida. Cinq soirs par semaine, son triporteur pétarade à travers l'île. Direction, le petit port de la Coricella. Il y rejoint l'équipage de la Gemella pour aller pêcher l'anchois. Il ne reste que 3 bateaux de ce type sur les 13 que comptait le port il y a une génération. Alors quand un bateau prend la mer, c'est que des hommes sans tête. Au diable la baisse des stocks, la multiplication des règlements et la concurrence venue de l'Adriatique. Ce soir, ils veulent croire qu'il y aura encore du poisson. À 4 heures du matin, il faudra être de retour à terre pour l'ouverture du marché. Ils n'auront le temps de lancer leur filet qu'une seule fois, pas de deuxième chance. Alors tout est bon pour gagner du temps, à commencer par un peu d'espionnage. Au loin, posé sur l'eau, une tache lumineuse, le lamparo d'un bateau concurrent. Quand il allume son lamparo, ça veut dire qu'il a trouvé du poisson. C'est un bon signe, pour nous c'est un bon signe. À son tour, la Gemella envoie un lamparo à l'eau, une sorte d'appât lumineux qui attire le poisson vers la surface. C'est un test pour voir si les anchois sont de bonne taille. Ils sont presque bons. Pas encore bons, mais presque. Plus le temps de marauder. Dans seulement 2 heures, il faut filer vers la terre. On allume un deuxième lamparo, un œil sur l'horloge et un autre sur le sonar. Maintenant, le banc est en train de se former sous l'effet du lamparo. Pour le moment, il y en a encore trop peu. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre.
Parce que même les poissons, ils ont une cervelle. Ils décident s'ils veulent aller sous la lumière ou pas, et ben nous, on doit attendre leur décision. S'ils se décident à mourir, on les tue. Moi, c'est comme ça que je les vois. Tous les soirs, j'imagine qu'ils se décident. Et nous, on dépend de leur volonté. Plus qu'une heure avant de repartir. Et le sonar annonce enfin ce qu'on attendait. Une tonne d'anchois s'est rassemblée dans la lumière. Mais soudain, les hommes de la Gemella s'inquiètent. Le bateau concurrent s'est rapproché dangereusement. On va lui dire de baisser sa lumière parce que sinon il va nous gêner. Les poissons risquent d'aller vers eux? Exactement, nos poissons pourraient aller vers leur lumière. In extremis, l'Angela Madre a éteint son lamparo. Pas le temps de voir ce que les autres amèneront au marché. Il faut d'urgence caler le filet, encercler le poisson, le ramener à bord. Une pêche contre la montre. Un peu plus d'une tonne d'anchois. Aujourd'hui, la pêche a été plutôt bonne. Mieux que la veille, où les 11 hommes de la Gemella se sont partagés quelques centaines d'euros à la fin de la nuit. Ça y est, on a fini de pêcher, on a mis le poisson sur le bateau et on part pour Pozzuoli. C'est fini, maintenant on va voir combien on fait sur le marché. À terre, la caisse de 10 kilos se vend entre 40 euros et presque rien, selon les jours et l'heure à laquelle on arrive. Voilà, on arrive à Pozzuoli. 4 heures. La Gemella arrive au marché à temps pour tirer un bon prix de sa pêche. Chaque nuit, la survie des pêcheurs de Procida se dessine en partie ici. Comme ces hommes, le capitaine n'est guère optimiste pour l'avenir. Et pourtant, il reprend la mer chaque soir, envers et contre tout. Têtu comme un insulaire. Moi, j'aime ce métier. Je l'ai dans mon ADN. Mon père a fait le pêcheur pendant 50 ou 60 ans, alors j'aime ça. Nous, on est nés de la mer. Moi, quand je vois ces poissons que je tire sur le bateau, je ressens cette excitation, cette envie, cette volonté. On espère, allez. À terre ou en mer, sur la péninsule ou sur les îles, c'est comme ça que les obstinés façonnent leur paysage, leur ville, leur histoire. Juste à force d'y croire.